Bonjour et bienvenue dans ce quatrième épisode de Story First. Ouais, j'ai déjà failli bégayer avant que ça commence. Bienvenue. Moi c'est Clément, j'ai mon entreprise de production depuis maintenant 4 ans. Je suis spécialisé notamment dans le sport outdoor, comme le trail, le ski, le VTT et aussi pas mal dans le sport mécanique, notamment la moto. Euh, Avec cette entreprise, ça me permet de vivre de mon activité dans la vidéo. Et à travers ce podcast, je te partage mon quotidien avec un épisode hebdomadaire de ma quête pour devenir un meilleur entrepreneur dans la vidéo. Bon, pas mal de choses qui sont passées cette semaine. On va revenir sur tout ça, comme je vous ai annoncé la semaine dernière. Les quelques règles, si jamais vous êtes nouveau et que vous me découvrez sur cet épisode, ce podcast, il n'y a pas de préparation, il n'y a pas de montage, il n'y a pas de réécoute. Donc, si je dis une dinguerie, bah nique sa mère, ça va sortir quoi. Voilà un petit peu le bain et la structure. Pour finir de vous introduire ce podcast, on commence par les actus de la semaine, donc en actus pro et perso, qui sont un peu mélangés, surtout cette semaine où tout est un peu ensemble, mais on va revenir là-dessus. Et ensuite, je vous partage des idées, pas des leçons, mais des questions que je me suis posées pour que vous aussi, vous puissiez vous questionner sur votre activité, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans la vidéo ou même tout autre domaine bah, où on a une entreprise avec une part artistique dedans. Voilà un petit peu le positionnement. Et moi, l'objectif avec ce podcast, mon objectif personnel, c'est de commencer à parler publiquement sur Internet, parce que j'ai un peu du mal avec ça. Donc je le fais à travers ce podcast. J'essaye aussi de m'améliorer entre chaque épisode. D'ailleurs, j'ai changé un peu la règle d'écriture, mais on en reparlera plus tard sur ce podcast. Et pour vous, c'est surtout que vous sortiez de là en ayant appris quelque chose que vous puissiez utiliser à la fois que ce soit dans votre business, dans votre quotidien, pour devenir un meilleur entrepreneur, un meilleur humain. Voilà un petit peu le projet. Bon, cette semaine, comme je vous l'ai expliqué la semaine dernière, la semaine dernière on s'est lâché sur une citation juste avant que j'ai plus de piles. Et je vais vous expliquer que je suis dans le sud, je suis à Nîmes cette semaine, enfin j'ai passé la semaine à Nîmes, dans le château de Célophates. Donc Célophates qui est un, un jeune créateur de contenu qui poste beaucoup sur Instagram et YouTube et qui organise des bootcamps pour les entrepreneurs. Donc il réunit pendant une semaine entre 10 et 15 entrepreneurs dans une maison, dans une grande villa. Et il les aide à avancer sur leur business. Il y a des grosses séances de deep work. Voilà, donc ça rejoint un peu, c'est le même système que je vous expliquais dans l'épisode 1, les semaines de deep work réveillées à 4h30. Et donc, moi, j'ai déjà passé. Je l'ai rencontré en novembre, en faisant une semaine comme ça. Bon, c'était pas bootcamp, mais voilà, j'ai fait une semaine dans sa maison avec d'autres entrepreneurs, hein, dans une des maisons où on est. Et en février, je suis allé passer un mois avec lui et les autres gars pour travailler sur mon business, restructurer un peu mon entreprise, refaire tous les trucs genre site web, showreel, etc. Et on s'entend très bien. Moi, je kiffe bien passer du temps avec lui. Je pense que lui aussi, il m'a reproposé de venir cette semaine pour lui filer un coup de main, être intervenant. Donc j'ai donné une conférence cette semaine sur comment on est passé de 0 à 10 000 abonnés en 7 jours sur YouTube, l'analyse de la série Vie ma vie du Dakar que j'ai réalisée l'année dernière et cette année. Donc voilà un peu le contexte. Je lui fais aussi un peu des shootings photos, je fais des photos, je filme quelques conférences et tout. On s'arrange un peu comme ça. Et puis je me régale à rencontrer plein de nouveaux entrepreneurs. Ça commence à faire un paquet que j'ai rencontré au château. Il y a des beaux profils. Moi, c'est assez étonnant parce que dans tous mes potes qui font de la vidéo ou qui sont freelance ou qui travaillent un peu dans ces métiers-là, genre même des graphistes ou des devs, il n'y a pas grand monde qui suit Cellophat. Enfin, genre dans mes proches, personne ne connaît. Et ça, c'est ouf. Mais même des profils qu'on a vu passer comme genre Dali, etc., personne ne suit ces gars-là. Et, euh, et donc voilà, moi par contre, j'aime beaucoup en fait l'aspect entrepreneurial. J'adorais l'entrepreneuriat avant d'aimer la vidéo. Je me suis passionné de la vidéo après. Et donc là, je trouve ça trop cool de pouvoir réfléchir sur les problématiques des business des uns et des autres. J'aime vraiment ça. Je pense que, voilà, sans prétention, je suis très jeune, j'ai très peu d'expérience, mais je pense que
vu qu'on en a vu passer pas mal, on peut être pertinent pour des mecs qui débutent ou qui se posent des questions, etc. Donc c'est assez cool. C'est pas lié directement à la vidéo, il y a d'ailleurs très peu de vidéastes, il y a un peu des monteurs, mais il y a quasiment pas de vidéastes en fait, je suis le seul. Je suis le seul connard qui aime ça, au-delà de juste filmer des images. Donc voilà, c'est assez rigolo. Et donc c'était ça un peu le quotidien. Donc c'est pour ça que je dis que pro et perso étaient mélangés, c'est que bah en fait j'ai vécu cette semaine avec 15 entrepreneurs, H24. Donc il n'y a pas vraiment de vie perso, surtout que là, donc il a changé un peu le format. D'habitude c'était assez libre, enfin ils venaient nous poser des questions quand ils avaient besoin. Et là c'était plus les après-midi, on les aidait, on prenait du temps avec chacun sur leur business, etc. Et alors c'est trop cool, je me régale, mais c'est vrai que ça a pompé une énergie de ouf. Mais la plus-value est extrême. Enfin, genre, les mecs, ils ont avancé tellement vite, c'était ouf. Et puis nous, on a kiffé faire ça aussi. Voilà, enfin, après, je dis nous, mais Noé est first là-dessus. C'est son business, c'est lui, et moi, je file juste un coup de main. Voilà. Mais merci à lui. Je pense pas qu'il écoute ce podcast. Mais voilà, un petit peu le contexte. Et donc là, je reste encore, pour la semaine prochaine en actu, là, je reste encore quelques jours. Il commence un autre bootcamp dans 4 jours. Donc je vais être au tout début. Ensuite, je rebouge un peu, je pars en tournage à Annecy. Et le week-end prochain, je vais aller essayer de filmer un coup mon frère en trail, en course de trail dans la Chartreuse. Et puis je redescendrai tranquillement, finir quelques jours à Nîmes avec eux. Voilà, parce qu'en fait, je kiffe bien. Ce qui est dur quand on est entrepreneur, c'est qu'on est souvent tout seul. Enfin, moi en tout cas, c'est une des problématiques que j'ai. Et je suis pas quelqu'un qui organise beaucoup les trucs avec ses potes. Voilà, clairement, pour le dire. Souvent, je m'entoure d'organisateurs, tu vois, mais j'avais un coloc à l'époque où j'étais en études, qui lui organise tout le temps plein de trucs, qui voit tout le temps des gens et tout, et donc ça m'allait très très bien, parce que c'est opposé à mon caractère, et on est très complémentaires. Moi, à l'inverse, je cadre, je structure plus, et je sais pas, un peu en mode je le calme, entre guillemets, je me permettrai pas de dire ça, mais dans l'idée, quoi. Et donc là, ça me permet de retrouver ça avec Noé qui a plus ce profil et d'être entouré de mecs qui en fait ça m'a redonné de l'ambition. C'est pour ça aussi que depuis quelques semaines, si vous avez écouté les autres podcasts, je vous parle de l'évolution qui se passe un peu dans ma tête entre être solopreneur et passer au format agence. Voilà. En gros, pour tout résumer ce que j'ai dit, parce que j'ai encore un peu réfléchi à ce truc-là, euh, avant, je me disais tout le temps, je préfère garder ma liberté, j'ai pas envie d'avoir la responsabilité d'avoir, je sais pas, des employés ou même des prestataires long terme, etc. Et je préférais, bah, en fait, grossir tout seul et j'avais peur, en fait, de m'engager, je pense. J'ai réanalysé hein, depuis. J'avais un peu peur de l'engagement, de se mettre à fond là-dedans. J'ai toujours dit, bon, bah, la vidéo, c'était un premier business, mais potentiellement, je ferais pas tout là-dedans. Et je crois qu'en fait, c'était juste d'avoir peur de s'engager à fond. Et le truc, c'est que quand tu t'engages pas à fond et que tu prends moins de responsabilités, bah, tu peux moins grossir, forcément. Euh, donc voilà. Et j'ai découvert qu'en fait, on peut aussi fonctionner en agence et que ça peut aussi très bien se passer parce que je partais du principe que déléguer, donc utiliser le levier humain, c'était le plus relou parce que manager des gens, c'est le levier le moins utile enfin le moins simple en tout cas pour scale son business. Par rapport aux autres leviers, je vais pas revenir dessus, mais qui sont genre le média, le code, etc. Donc voilà, et en fait c'est un truc que j'ai compris cette semaine, parce qu'il y avait pas mal de mecs qui se posaient cette question-là. Cette semaine, en entrepreneur, il y avait un mec qui fait des fourmilières, et ça se vend grave bien, il fait grave de thunes avec ça, mais c'était pas son objectif principal. Et pareil, il y en a un autre qui faisait un projet... en fait, c'est pas trop lié à ce projet-là, mais en gros, l'idée c'est que ils voulaient garder leur liberté, et en fait, le truc c'est que quand tu veux grossir, forcément, tu as plus de responsabilités, et donc tu as moins de liberté. Et en fait, c'est un peu opposer les deux. Mais au final, est-ce que si tu veux faire des trucs plus gros, donc avoir la liberté de construire quelque chose de plus gros, bah t'es obligé en fait d'avoir ces responsabilités là et de perdre un peu ta liberté bah, de temps, avoir moins de responsabilités, etc. Donc en fait, j'oppose pas mal le côté liberté à ambition. Et si aujourd'hui tu veux faire des trucs ambitieux, forcément t'es obligé à un moment donné de prendre plus de responsabilités et donc de perdre un peu en liberté. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Je vous parle de ça parce que peut-être que ce podcast ça va devenir Road to boîte de production, genre en équipe, tu vois, genre Road to s'associer. Je sais pas encore, c'est pas du tout. Enfin, j'en ai parlé vite fait avec un ami avec qui ça peut se faire,
Mais enfin, on a effleuré le sujet et j'ai pas du tout envie de. Enfin, c'est pas du tout en mode on va faire ça dans un mois, quoi. C'est beaucoup plus long terme comme vision. Mais je me questionne sur ce truc-là. Sur le fait de scale, avant je voyais que le scale vertical, donc prendre de l'XP. Et c'est encore ce que j'ai envie de faire. Je me trouve pas assez bon. En tout cas, je suis pas au niveau dans lequel j'avais envie de me dire, ok, plutôt je développe des projets à ce niveau-là, je grossis en termes de clients. J'ai envie d'encore développer mes compétences pour ensuite prendre peut-être plus de responsabilités, plus d'ambition, déléguer, monter une équipe, bosser avec d'autres gars, etc. Voilà, donc voilà un petit peu ma quête. C'est ma quête. En fait, ouais, c'est un vrai fil rouge depuis le premier épisode. Parce que depuis que j'ai lancé ce podcast, il y a ce truc-là qui revient dans ma tête. J'écoute pas mal donc Théo Lyon, qui lui est au format agence et ça m'a pas mal débloqué. Et là, cette semaine encore, de se rendre compte que bah ouais, en fait, mec, c'est juste t'as peur de t'engager, t'as peur d'avoir plus de responsabilités et de perdre cette liberté pour laquelle à la base tu avais lancé ton entreprise. Tu vois, je lance mon entreprise pour gagner une certaine liberté, être dépendant des choses que je choisis, parce qu'on n'est jamais réellement dépendant de rien, on est forcément dépendant, enfin en tout cas de l'argent, vu qu'on joue au jeu de l'argent dans l'entrepreneuriat. Donc je suis dépendant de mes clients, je suis dépendant de mes compétences, enfin de plein de trucs. Mais c'est le jeu que j'ai choisi, oui, c'est le jeu auquel j'ai choisi de jouer. Donc voilà un petit peu où j'en suis. Et puis cette semaine, donc j'ai travaillé pas mal. Si, je update, j'ai tourné ma première vidéo pour YouTube, donc qui est le making of de notre projet de film de ski pour The North Face qu'on a fait l'année dernière et qui est d'ailleurs sorti. Voilà, petite sortie de la semaine. Notre film Écrin sauvage avec Quentin de Grenelle est sorti sur YouTube, si vous voulez aller voir. En gros, dans la vidéo YouTube, je vous explique que ce film, j'en étais pas méga satisfait quand je l'ai fini. Et en fait, le retour principal que j'ai eu des gens, quand je suis allé le voir en salle, c'était ah, les images sont belles. Et en fait, quand on me dit les images sont belles, j'ai compris pourquoi j'en étais pas satisfait. Il y a des fois où on me parle en fait de ce qu'on ressent quand on voit un de mes films. Ah, j'ai senti ça, ah, ça m'a procuré telle émotion. Ah, et en fait, ça souvent c'est quand on raconte une histoire, on fait passer un message, qu'on touche les gens. Et avec ce film, quand on parle de ce qu'on voit et pas de ce qu'on vit, je me rends compte que bah il manque quelque chose. Et c'est ça qui me manquait pour être satisfait. C'est oui, je suis complètement d'accord, les images sont belles. Mais tout le monde fait des belles images aujourd'hui. Et si on veut se différencier, si on veut proposer, et même c'est ce que j'ai envie de faire en fait, si je veux faire un film qui me plaît à mon image, c'est un film qui raconte quelque chose. Et on revient au nom de ce podcast, Story First. Et ça l'illustre trop bien. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à la monter. Donc c'est toujours très dur de montrer sa propre tête pour la première fois, mais un peu comme ce podcast, c'est le process. Je sais pas si je vais communiquer direct. Je pense que si j'en suis satisfait, je pense que celle-là, je la pousserai. Parce que ce podcast que vous écoutez, pour l'instant, pas grand monde l'écoute, parce que je comme pas dessus, je le fais vraiment pour moi, pour l'expérience, et pas avoir la pression de. Donc voilà, mais bon, YouTube, à un moment donné, il va falloir quand même pousser, et ce podcast sort aussi sur YouTube. Voilà, d'ailleurs, n'hésitez pas à mettre une note 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast, à mettre un like sur YouTube, me dire ce que vous en pensez en commentaire, parce que pour l'instant, j'ai pas de retour. Voilà. Donc voilà, et semaine prochaine, je vais... En gros, dans l'idée, là, c'est les 3 prochaines semaines. J'ai un peu des tournages la semaine prochaine, mais... Enfin, j'ai des tournages un peu tout le temps, mais les 3 prochaines semaines, les tournages, c'est genre une journée par semaine, ou 2 journées. Et, le but, ça va être de vraiment mettre en place toute la structuration de la création de contenu. Donc création de contenu, mon objectif, c'est d'avoir ce podcast hebdo qui sort, une vidéo YouTube par semaine, ce serait cool, de making of de tournage, ou de conseils, genre sur l'éclairage, sur l'écriture, sur le documentaire, sur vraiment orienté docu, plus que vidéaste ou quoi, ça me plaît pas trop. Enfin, j'ai envie d'axer là-dedans parce que personne n'en parle en France, tout simplement. Et ensuite, plus tard, mais ça viendra plus tard, peut-être écriture, genre LinkedIn, etc. Un peu stratégie Instagram. Mais là, j'ai vraiment envie, c'est le contenu que je consomme en ce moment. Genre Instagram, j'y suis passé, genre, je sais pas, peut-être 10 minutes par jour cette semaine. Enfin, du coup, je consomme pas du tout, donc je ne me vois pas créer là-dessus. Alors que podcast, bon, j'en ai pas trop écouté cette semaine parce que j'en ai beaucoup, beaucoup bossé. Mais c'est les contenus que je consomme et que j'ai envie de proposer au monde. Voilà. Donc ça va être un peu ça. Et je veux mettre en place tout le système, notamment de prise de notes et d'écriture, dont je vais vous parler juste après. Et aussi de création, donc tournage, montage, monter ma tête, pour que en juin, j'ai un stagiaire qui vient,
Thomas, et on va faire pas mal de vidéos making-of. J'ai des gros tournages sur des grosses courses de trail, sur un rallye à l'étranger, sur une Coupe de France de vélo. Et je veux du coup qu'il s'occupe de cette partie-là making-of, ça va être trop cool. Mais en amont, je veux d'abord avoir fait le job pour pouvoir le briefer, pour pouvoir avoir déjà de l'expérience. Donc voilà, c'est ça un peu ma vision sur la création de contenu. Et j'ai envie de passer pas mal de temps à mettre ça en place, parce que la mise en place, le lancement, ça prend toujours un peu plus de temps. Et après, pour que ça puisse rouler, quand je vais me prendre le rush de mai-juin, où on va être en tournage genre H24 quoi. Donc va falloir... Donc voilà, c'est ça un petit peu les actus en ce moment, pro-perso. Et voilà, je mélange les deux parce que il n'y a pas vraiment de il y a pas vraiment de perso, enfin, tout est tourné autour de ma vie professionnelle, mais parce que c'est ce que je veux aussi, mais mon équilibre est là-dedans aussi. Donc voilà. Et quelques tournages cette semaine à Annecy, c'est pour le pop. On fait l'ouverture de la boîte de nuit, un de mes clients avec qui je bosse depuis quelques années, et ça c'est cool. Et je vous partagerai tout ça la semaine prochaine. Du coup, le prochain épisode sortira peut-être J'aimerais bien qu'il sorte le samedi. Donc ce sera entre le tournage du pop et le tournage avec mon frère. Inch'Allah, je sais pas où je serai dans les Alpes, mais on verra bien. Bon, sujet de la semaine, parce que ça fait déjà un quart d'heure que je vous présente ma vie. Non, en vrai. Je vous parlais aussi de ce que je veux améliorer à chaque épisode dans les podcasts. Oh, ma transition est toute faite. Et donc les premiers épisodes, je manquais d'énergie. Bon, aujourd'hui, je voulais plus le faire dans le flow. J'ai un peu du mal. Là, je me rends compte, l'introduction avait un peu de mal. Là, ça va, c'est ok. L'énergie est cool, mais c'est plus l'énergie en mode de me sentir bien, content, pas être dans le fog. La semaine dernière, j'étais pas dans le fog, donc c'était cool. Là, je me sens pas trop mal. Et par contre, mon gros problème, c'est la structure. C'est pour ça que je fais ces podcasts en improvisation. C'est pour arriver à structurer ma pensée sans trop la préparer. Voilà. Mais je me rends compte que j'ai quand même un petit blocage avec l'écriture. Donc, je vous disais la semaine dernière, j'ai écrit mes 2 notes d'intention pour 2 films, pour 2 documentaires. Et là, cette semaine, je devais écrire ma vidéo YouTube, forcément. Et j'avoue que je bloque un peu. Et pourtant, j'aime bien ça. Je pense que je suis pas trop mauvais. Mais en fait, parce que l'écriture, ça date depuis que j'aime bien ça. C'était déjà au collège, au lycée, en fait. Quand on faisait rédaction en français, je suis un des seuls enculés qui avait genre 16, tu vois. Et j'adorais ça, en vrai. Mais même les dissertes, en fait, pas que les trucs créatifs, genre même rédiger des dissertes et tout. Donc j'aime bien ça, mais dans la tête, j'ai un petit blocage au démarrage. Et du coup, pour la vidéo YouTube, je vous avais dit la semaine dernière, je m'engage à qu'elle soit tournée au moins cette semaine. J'ai pas fini de la monter, mais j'ai attaqué. C'est ce que je voulais, au moins attaquer à monter. Et comme je voyais que je procrastinais un petit peu, je me suis dit, bon, vas-y, nique sa mère. J'avais fait juste quelques bullet points. Je regarde la vidéo qu'on a sortie, et puis j'y vais et j'improvise, tu vois, un peu comme ce podcast. Mais le but de mes vidéos YouTube, c'est que ce soit écrit, construit, qu'il y ait plus de valeur, et que ce soit moins le bordel que ce podcast-là. Donc, je veux me forcer, entre guillemets, mais passer plus de temps à écrire. Pour pouvoir structurer mieux ma pensée. Parce que là, j'ai repris un peu le journaling. Donc le journaling, c'est écrire tous les jours. Alors, chacun fait un peu à sa façon. Mais moi, ce que j'aime bien écrire, c'est justement les idées que je vous partage là. En développer une, un truc qui me passe par la tête. Mettre tout ça sur papier. Et puis après, tu te mets à bosser et t'as la tête vide, quoi. Et ça, c'est ouf comme sensation. Je le fais pas trop parce que justement, je sais pas pourquoi, mais je bloque un peu à l'écriture. Bref. Et en fait, je me dis, il faudrait que je me force à écrire peut-être tous les jours, tu vois. Écrire quelque chose, écrire mes pensées, écrire... Et ce que je veux faire, c'est que pour ce podcast, je veux un peu changer la règle pas de préparation, avec seulement peut-être une demi-heure, 1 heure de préparation. Donc c'est pas beaucoup, ça permet pas de creuser les sujets, mais ça permet d'arriver un peu plus structuré, de vous présenter un truc avec un peu plus de valeur, je pense, et qui s'écoute beaucoup mieux, parce que c'est un peu le bordel. Je mets souvent beaucoup d'idées où je vais genre un peu trop but, et à l'inverse, il y a des fois où je raconte des trucs qui servent absolument à rien. Je me perds, etc. Je digresse. Donc là, l'idée, c'est d'attaquer à écrire. Parce que voilà, comme je vous l'ai dit, ce podcast, le but, c'est pour moi, pour progresser, que ce soit en parlant, en s'affichant en public, mais du coup maintenant aussi en écrivant. Voilà. Et en fait, je vous parle de l'écriture parce que j'ai un peu ce rapport bizarre où j'aime bien ça. J'y prends beaucoup de plaisir, mais je bloque à start le truc. Donc c'est juste, je pense, il me manque un système. Et c'est sur ça que je vais travailler cette semaine, c'est mettre en place un système de prise de notes.
un système d'écriture pour qu'en fait ce soit fluide en fait. Et comme quand j'étais en cours de français et que j'avais zéro blocage parce qu'on me forçait un peu à le faire, tu vois, genre j'étais noté. Ben, retrouver ça, et je sais que c'est la même chose dans mes projets clients, c'est que je pense que je suis bon en événementiel parce qu'en événementiel il n'y a pas de pré-prod, il n'y a pas d'écriture. Et l'écriture je la procrastine en fait. Tout ce qui est faire à la maison tout seul, montage et écriture, j'ai un peu du mal. Alors que pourtant, une fois que je m'y mets, je suis dans un flow de ouf. Tu vois, quand j'ai écrit la note d'intention, que ce soit celle donc pour le film, donc il y a 2 films pour lesquels j'ai écrit la note d'intention. Je peux vous en dire un peu plus. C'est donc le film qu'on fait avec Victor Garcin en alpinisme, où l'année dernière, en fait, on est allé filmer un gros projet et ils se sont arrêtés. Ils ont pris un but le 2e jour sur 10 jours de tournage parce qu'il a eu un accident 2 semaines avant et il se sentait pas bien en montagne. Donc j'ai écrit ce film-là et j'ai écrit aussi pour notre Dakar 2026, donc qui serait le premier Dakar pour euh, un des 2 pilotes que je suis. Et donc, pareil, ce film-là, j'ai écrit 2 matins. Ça prend une énergie de fou furieux parce que j'ai pas l'habitude. Mais j'étais dans un flow de ouf. Et j'avais l'impression de retrouver ces sensations que j'avais un peu en cours de français à l'époque et que je kiffais. Donc, j'ai envie de changer mon rapport à l'écriture pour du mieux. Et je sens que c'est ça qui bloque dans ma création de contenu en fait. C'est que je suis pas assez structuré. Et souvent, on dit, on mesure nos succès à la hauteur de. Enfin, non, c'est plutôt nos échecs qui sont la. Oh là là, je me suis perdu. Mais en gros, nos systèmes, c'est ce qui permet de rester avec des standards élevés. Voilà. Je crois que c'est qu'on fait tomber nos standards à la hauteur de nos systèmes. Donc là, mes standards, ils sont trop bas parce que mes systèmes ne sont pas assez carrés. Donc je travaillais là-dessus. Voilà. Donc première idée sur l'écriture. Et puis je pense que si j'ai envie de devenir, et c'est un peu le but, hein, ce podcast, je vous partage à la fois mon envie de devenir un meilleur réalisateur de documentaire et un meilleur cinématographeur. Donc on parle beaucoup de business en ce moment parce que je me suis structuré business. Mais d'ici un mois, à mon avis, je vais refocus. Enfin non, c'est sûr, d'ici un mois, j'ai fini de me focus sur la structuration business qui déjà est bien avancée, la structuration, création de contenu pour building public, toute cette partie de la business. Et donc je vais me refocus docu parce que là, ça fait un moment que je consomme peu, que ce soit des docus, que ce soit des formations sur le docu. Donc ça va revenir, bien sûr. Et donc si je veux devenir un meilleur réalisateur, forcément ça passe par l'écriture. Parce qu'un réalisateur, ça fait aussi partie de l'écriture des films et de la vision aussi. Et en fait, c'est en écrivant qu'on améliore qu'on devient un peu plus sharp sur la vision, sur l'écriture, etc. Et bon, bah, cinématographeur, j'ai envie de devenir aussi un meilleur cinématographeur. Ça, pas de secret, faut aller filmer. Voilà. Donc voilà un peu, j'espère que je vais que j'en tirer. Je pense, enfin genre, que l'évolution de ces podcasts soit à la fois, je trouve que je parle mieux, que je m'exprime mieux, c'est mieux structuré, et que du coup à partir d'aujourd'hui ce soit un petit peu mieux écrit, un petit peu mieux préparé, avec un système plus carré. Ça change d'idée, parce que là je trouve qu'on tourne en rond. Désolé, j'ai mal à la gorge, j'ai pas pris de verre d'eau. Ah, ça va être trop relou pour finir. Bon, j'ai une idée d'aujourd'hui, enfin l'idée qu'on va évoquer aujourd'hui, c'est que j'ai trouvé un concept un peu cross-domaine. Donc j'aime bien les concepts qui s'appliquent à plusieurs choses. Parce que souvent, c'est des modèles qui traversent les époques, qui traversent le temps. Et par exemple, Story First, l'idée, c'est que les histoires sont là depuis qu'il y a des hommes. On adore raconter des histoires. C'est le meilleur moyen qu'on a de communiquer. Peu importe les modes, les manières de faire, enfin peu importe le médium, soit l'écriture, la vidéo, etc. Et donc, dans ce domaine-là, j'ai trouvé un truc, c'est que euh, quand je commençais à me former un petit peu sur les structures de narration de documentaires, donc souvent les structures storytelling, il y avait des trucs que je trouvais bizarres. Désolé. Putain, il n'y aura pas de cut en plus. J'ai oublié mon verre d'eau. En fait, quand je regardais, du coup, je lisais pas mal plutôt sur les. Il y a beaucoup de structures de storytelling, plutôt sur de la fiction en fait, sur écrire un livre, écrire un film de fiction. Et il y a des trucs que je comprenais pas trop comment je pouvais appliquer ça dans le documentaire. Donc je revenais plus à la base de c'est un héros qui veut quelque chose qui va quelque part. Il y a un élément perturbateur, il y a des péripéties, un dénouement. La structure des fameux cours de français de 6ème. Ça me fait marrer. On parle beaucoup de cours de français aujourd'hui. Désolé pour ceux qui ont des mauvais souvenirs dans cette matière. Et en fait, il y a pas mal de petits trucs en plus.
Dans les structures, il y a par exemple le refus de la quête du héros. Il y a par exemple les mentors. Il y a la personne qui est à ton niveau et avec qui tu t'élèves, la personne à qui tu transmets, mais voilà. Principalement, on va se focus sur refus de la quête du héros et du mentor. Par exemple, je me disais, mais dans le documentaire, je comprends pas. Refus de la quête du héros, je vois bien dans un film, tu vois, c'est on dit au personnage principal, oui, tu dois aller accomplir tel truc, et lui il se dit, non, je veux pas le faire, il rentre chez lui. Puis là, il voit des signes de la vie qui lui font comprendre qu'il faut qu'il le fasse, tu vois, genre un truc méga obvious. Et je me dis, mais dans la vraie vie, ça n'existe pas. Et pareil pour le mentor, je me dis, ouais, un mentor, bon, bah, c'est bien beau, mais dans la vie, la personne qui vient et qui te dit, allez, viens, je te prends sous mon aile et je t'emmène avec moi. Bon, bah, du coup, et en fait, je me suis rendu compte, là, en écrivant mes films, et puis en rencontrant les gens de cette semaine de séminaire, de bootcamp, que le refus de la quête du héros, c'est un pattern de la vraie vie. Et qu'en fait, tous les patterns de storytelling, c'est que des patterns de la vraie vie. Tout comme le mentor, en fait. Au final, on a tous des mentors, on a des personnes qui nous inspirent, vers qui on veut tendre, qui potentiellement nous donnent des conseils. On a tous à un moment donné un refus de la quête du héros. Et si on applique le refus de la quête du héros, donc je vous ai donné l'exemple dans la fiction, et si on l'applique dans la vie, c'est souvent quand on refuse d'accepter l'état où on est. On refuse d'accepter qui on est et nos compétences, par exemple. Ça peut être le refus de la quête du héros dans la vraie vie. Je prépare un marathon ou un semi-marathon en mode no prep. Et le refus de la quête, c'est de se dire non, mais c'est bon, bon, j'ai toujours fait un peu de sport, ça va être facile, tu vois. Et puis en fait, se rendre compte que quand on y va, on galère. Et on a refusé la quête de base qui est je vais m'entraîner pour le faire. Dans une autre logique, ça peut être, si je reprends l'exemple avec Victor sur le film, donc je vous ai dit, en gros, il a eu un accident, et on lui a dit, ouais mec, fais gaffe, ça peut prendre du temps de t'en remettre. Et lui, il était en mode, non mais c'est bon, ça va le faire, quoi. Et donc un accident en montagne. Et en fait, 2 semaines plus tard, on part sur le projet, et là, il bute. Et donc, il doit s'en remettre, en fait, au final. Il se dit, il remet tout en question, il se questionne sur sa pratique, sur le sens derrière sa pratique, pourquoi est-ce qu'il va en montagne, est-ce qu'il y va pour les bonnes raisons. Donc, il re-questionne tout ça. Et en fait, d'être allé en montagne pour notre film, c'était un peu refuser la quête, qui est de se poser ces questions-là quand il a eu l'accident. Parce qu'il se les a posées après. Et en fait, il a refusé la quête de la rédemption un peu de son accident. Donc c'est ça un peu refuser la quête du héros. Et bon, bah avec Bouzik, c'est pareil. Il avait trop envie de faire le Dakar, ça le chauffait et tout. Puis en fait, il se rend compte de la montagne du truc. Et pendant le Dakar de cette année, il était en mode, mais en fait, je peux pas faire ça, quoi. J'ai trop de taf, c'est impossible. Donc dans la vraie vie aussi, ça existe. Et que ce soit quand on est marathonien, mais aussi ça peut être dans le business, en fait. Enfin, on en a vu cette semaine des gens qui acceptaient pas leur situation euh, de débutants et qui visaient trop. En fait, je peux donner un exemple. Cette semaine, il y avait Anaïs. Anaïs, elle est, coach, mais enfin, elle n'est pas vraiment coach. Elle fait un peu de la thérapie psychologique. Elle débloque des barrières mentales, que ce soit dans la vente, dans le stress. Enfin, je décris très très mal ce qu'elle fait, mais en gros, elle coach Yomi Denzel, par exemple, entre autres. Hein. Et là, cette semaine, elle a accompagné tous les entrepreneurs sur leur blocage et leurs barrières mentales, sur que ce soit faire de l'argent, sur vendre, mais aussi avoir confiance, dépasser ses peurs, etc. Et en fait, elle me disait, on en parlait dès que je l'ai croisée, on a parlé de ça. On parlait du fait des mecs qu'on a rencontrés qui disaient ouais, moi à 30 ans, je veux avoir 10 millions d'euros. Et alors un mec qui a déjà fait de l'argent, qui a déjà fait 1 million et tout, il n'y a pas de problème, tu vois, je comprends l'idée, tu veux skate, tu veux grossir. C'est pas de ces gens-là que je parle. Je parle des gens qui ont encore gagné genre 0 € par leur entreprise. Tu vois, et qui se disent, dans 10 ans, je veux être millionnaire avec mon entreprise. Mais en fait, ils refusent Et en fait, souvent, ce truc-là, ça les bloque dans la position où ils sont. En fait, ils visent tellement haut, et au-delà de le step qu'ils doivent déjà passer, que ça les bloque dans cette quête. Et en fait, il y a un peu ce refus, du coup, de cette quête-là, qui est la quête de base, c'est aller à l'étape 1. Déjà générer 1000 balles, quoi. Et enfin, déjà trouver un premier client, lui vendre un truc.
ensuite générer 1000 balles et y aller step by step. Et au final, oui, tu peux quand même viser ce million, mais de se dire, non, déjà, je vise vendre mon produit, genre trouver un premier client. Et ça s'applique à tous les domaines. Et en fait, c'est souvent ça qui va vous faire perdre beaucoup de temps. Donc, ce conseil, il est à la fois en écriture, pour vos fictions, pour vos films, mais aussi dans votre quête personnelle. C'est être dans le déni du niveau dans lequel on est, de refuser la quête, et donc au final de perdre du temps parce que on est bloqué en fait par ce refus de la quête. Voilà, donc je trouve que ça s'applique pas mal à tous ces domaines-là, et je me reconnais aussi là-dedans, tu vois. En mode, il y a un an, j'étais un peu dans le déni du niveau que j'avais. J'étais en mode, moi je veux faire du film documentaire, je veux être un cinématographeur, donc genre, enfin, non, être un DP en fait, être un directeur de la photographie sur des gros docus et tout. Et en fait, j'étais dans le déni de mec, tu filmes pas avec une caméra de cinéma déjà. Tous les projets que t'as, c'est plus des projets de production. Tu montes des équipes et tout, mais t'es pas appelé par d'autres prods pour filmer. Et juste, ça te fait rêver en fait. Et assume que c'est vers ça que tu vas aller, mais que t'en es méga loin. J'étais un peu dans le déni, dans le refus de cette quête, de me dire, euh, déjà prendre l'XP pour devenir à ce niveau-là. Si tu veux être DP, il faut aussi avoir une caméra de cinéma. Sinon, bah, si tu filmes avec un hybride, bah, tu n'es pas vraiment un cinématographeur parce que tu joues pas une caméra de cinéma. Et du coup, c'est pour ça aussi que j'ai un peu ce cul entre deux chaises. Je me sens pas vidéaste, mais je me sens pas non plus cinématographeur. Parce que je suis dans aucun des deux cas. Mais j'ai eu un peu ce truc de refus de la quête, de trouver ma place et trouver qui je suis, et trouver ce que je veux faire. Parce que bah, en fait, ouais, j'arrivais pas à me rendre compte du niveau que j'avais. J'étais un peu dans ce déni. Donc voilà, et en appliquant ça à vos films, bah, c'est top en fait. Ça permet d'arriver à enrichir la narration avec des systèmes qui parlent à tout le monde. Parce qu'au final, si on arrive à retrouver ce modèle-là, donc quand j'en parle avec Anaïs dans ses coachings, moi je le reconnais à la fois dans la création, parce que là du coup c'est plus ça, de manière artistique qu'un blocage mental lié à l'argent, ou à la fois avec les athlètes que je suis dans leur sport. C'est-à-dire que c'est un modèle mental qui est assez, qui a un pattern assez puissant. Et au final, dans les films, les trucs où je trouvais que la structure ne correspondait pas à la vraie vie, j'avais juste déjà un cruel manque d'expérience. Et en fait, si tu prends le truc un peu plus terre à terre, les films, dans ce qui nous plaît, c'est parce qu'on se reconnaît dans les personnages. Et si on se reconnaît dans les personnages, c'est parce que c'est basé sur des systèmes de la vraie vie, sur des frames de narration, sur des structures de quête du héros, de la vraie vie, quoi. Voilà, donc c'est un peu ça mon feedback là-dessus. Et c'est pareil sur le mentor. Des fois, le mentor, on se rend pas compte qu'on en a un, on se rend pas compte de qui c'est. Moi, j'ai une petite idée de qui c'est, mais je sais pas vraiment si on peut considérer ça comme un mentor, mais j'ai envie de le voir comme ça, plus parce que ça donne du sens à ma quête et ça me fait croire en ce que je fais. Donc il est pas vidéaste, il fait pas de la... Enfin moi non plus. Mais il a pas une entreprise dans la production de vidéo. Mais il est à son compte quand même. Et il m'a beaucoup aidé en fait. Pas de manière genre toutes les semaines on s'appelle, il me donne des conseils, mais comme si quand j'avais besoin, genre bim, il me débloquait un petit truc. Il me filait un petit coup de main et tu vois. Et c'est un peu dans ce sens-là. Et au final, ça permet de vivre ces trucs-là. C'est un peu ce que je vous disais l'année dernière. De vivre des choses, ça permet de mieux les assimiler pour pouvoir les raconter quand on repère ces mêmes patterns chez les autres. Parce que le but d'un film, bon, je me répète un peu avec ce qu'on disait la semaine dernière, mais au moins on retombe sur nos pattes, c'est de trouver des expériences très personnelles des gens pour raconter une histoire et une morale universelle. Et donc si toi tu vis des choses et que tu les remarques, et tu remarques que c'est les mêmes structures que dans les structures de fiction et les histoires d'il y a des années, des milliers d'années, ben c'est une histoire qui marche. Voilà, donc pourquoi on revient sur Story First, l'histoire et repérer ses patterns. Parce qu'en fait l'idée, surtout en documentaire, c'est pas d'inventer par rapport à la fiction, d'inventer à ton personnage un mentor, de lui inventer un refus de la quête. C'est plus de les repérer qui est le mentor, repérer quelle quête il a refusé, pour pouvoir ensuite appuyer un peu là-dessus. Pas genre en faire des caisses et des caisses sur les péripéties, mais plus de faire intervenir ce mentor et pas l'oublier en fait.
Voilà. Et pareil, ce refus de la quête, pas l'oublier. Et je pense qu'on est plus sensible à tous ces trucs-là quand on a repéré chez nous aussi ces mêmes systèmes. Voilà, bon après c'est peut-être parce que moi je conscientise tout et je réfléchis un peu sur tout. Mais bon, cette histoire de mentor, ça marche mieux quand tu y crois. Parce que si tu y crois pas, tu peux pas raconter ce truc-là. Enfin, c'est plus dur, je trouve. On vend mieux un produit par lequel on est convaincu qu'on aimerait l'acheter, quoi. Et on est convaincu de notre histoire parce que elle nous parle à nous-mêmes en tant que réalisateur. Là, c'est vraiment des conseils de réalisateur, mais c'est des conseils aussi qui s'appliquent aussi à votre vision entrepreneuriale. J'essaye un peu de faire le pont. Ah, ben je peux en parler aujourd'hui. Transition toute faite. Je fais un petit peu le pont à chaque fois entre des idées business et des idées plus créatives. J'ai envie de dire artistiques. En ce moment, enfin moi du coup orienté documentaire parce que c'est ça qui m'intéresse. Parce que je me suis rendu compte ces dernières années que moi mon équilibre il est vraiment dans le 50-50 entre la partie business et la partie artistique. En fait, il y a 2 ans j'ai beaucoup développé la partie business parce que c'était le lancement de mon entreprise à temps plein. Donc c'était ouais il y a 2 ans. Exactement il y a 2 ans. Et fallait que j'en vive quoi. Tu vois, donc je me suis mis à démarcher, à faire plein de rendez-vous clients, rencontrer du monde. Et j'ai grossi comme ça. Ce qui m'a permis, en année 1, j'étais à 30 000. En année 2, je suis passé à 80 000. Donc ce qui était pas mal. Enfin de ces années-là, tu vois, sur ces 2 années-là. Il y a les 2 années d'avant, j'étais en études, donc elles comptent pas vraiment. Enfin genre, j'avais fait quoi? J'avais fait genre 10K, tu vois. Euh, mais j'étais pas à 100%. Donc là, dès que j'ai commencé à être 100%, ça m'a fait faire passer de 30 000 à 80 000. Donc j'ai réussi à atteindre cet objectif business. Mais derrière, j'ai eu une assez importante crise de sens parce que je m'étais pas concentré sur la partie artistique de notre métier, la partie un peu compétences, apprentissage, etc. Et j'avais l'impression de tourner en rond dans mon business. J'avais l'impression de faire tout le temps les mêmes vidéos. Je m'y retrouvais moi. C'est là d'ailleurs que je me suis intéressé au documentaire. Et au final, l'année d'après, donc l'année dernière, je me suis focus beaucoup plus. Comme j'avais fait beaucoup de chiffres et que pour l'instant j'ai un mode de vie qui me permet de pas trop dépenser, etc. Enfin, j'ai pas des gros frais d'entreprise. Comme justement, je suis encore resté dans le système un peu solopreneur, liberté, pas trop de responsabilité. Et ce qui m'a permis l'année d'après de développer beaucoup plus, de travailler par exemple sur un gros documentaire sur un jeune qui est diabétique et athlète dans un team international de vélo. De passer beaucoup de temps là-dessus, de travailler sur mes compétences, d'essayer de progresser techniquement. Et là, donc j'ai eu ce que je voulais, j'ai réussi à progresser techniquement, j'ai fait mon gros film, j'ai fait des films sur le rallye du Maroc et tout, dont je suis assez fier. J'ai fait aussi le film pour The North Face, etc. Donc cette partie-là, je l'ai vraiment développée. Mais j'ai eu un peu aussi une perte de sens à nouveau, mais plus dans le sens où j'arrivais pas à évaluer ce que c'était la valeur que j'apportais. Parce que comme la valeur, elle est quand même définie un peu par l'argent, les gens avec qui je travaillais, comme je bossais gratuitement, enfin, ou vraiment pas cher, mais bon, plus gratuitement presque, des fois où je t'ai même pas défrayé. En fait, je commençais à être plus dans une mentalité, un mindset un peu plus enfin, moins de richesse, tu vois, moins de growth, de prendre, de grossir, quoi, et d'abondance. Et du coup, j'ai perdu un peu la valeur de mon taf. Et donc, j'ai fait les 2 extrêmes. J'ai fait une année extrême business, j'ai atteint l'objectif que je voulais. J'ai fait une année extrême artistique. En fait, c'est pour élargir de vidéo, mais en gros, extrême création, créativité, etc. Là, je me suis un peu perdu aussi. Et je me rends compte aujourd'hui que mon équilibre, il est dans faire un mélange des deux. Et il a toujours été là, en fait. Quand j'ai lancé mon entreprise, mon but, c'était d'avoir plus de moyens et de temps pour développer mes projets perso. Quand je dis artistique, c'est pas forcément en ce moment c'est documentaire. Quand j'ai commencé, c'était faire des clips avec les copains. Mais c'est faire des projets pour moi, sans avoir la pression d'un client, sans avoir, enfin pas forcément la pression d'un client, mais le brief d'un client. Faire le truc comme moi je l'imagine, en développant ce que je veux, en découvrant, en testant. Et je trouve vraiment mon équilibre dans les deux. Le truc c'est que voilà, on passe notre temps à se comparer aux autres vidéastes, surtout, enfin aux autres mecs qui produisent des vidéos. Surtout avec Instagram. Je me reprends tout le temps là-dessus, un vidéaste, parce que j'ai envie, dans ma tête, de changer le fait que je me considère, enfin, ou qu'on me considère comme vidéaste. Donc ça commence par moi-même de plus me décrire comme ça. Bref, parenthèse fermée.
On se compare tout le temps aux autres, mais on joue pas au même jeu au même moment en fait. Parce que moi, l'année où j'ai fait augmenter mon chiffre, bah, le jeu auquel je voulais jouer, c'était le jeu d'argent. Et donc forcément, bah, j'étais frustré quand je voyais des mecs faire des trucs trop stylés que moi je faisais pas. L'année d'après, je développe les trucs et je fais des films que je trouve bien stylés et tout, dont je suis assez fier. Mais forcément, bah, je joue pas au jeu de l'argent et en plus, bah, je me sens plus, j'arrive plus à savoir, à reconsidérer un peu ce que je veux faire. Je perds en ambition. Ah oui, c'était ça aussi. Au-delà de plus connaître ma valeur d'argent, c'était aussi, je savais plus l'ambition que je voulais avoir. Où est-ce que je voulais aller avec ma boîte? En fait, j'avais juste envie de me faire plaisir, à faire des beaux films. Et puis, en fait, je commençais à me perdre parce que j'en faisais plein, plein, plein. Et trop, en fait. Trop de trucs et je savais plus pourquoi je le faisais, quoi. Et donc, je me rends compte aujourd'hui que l'équilibre est dans le 50-50. Et c'est une des valeurs que j'ai envie d'avoir dans mon entreprise. Donc, une des valeurs, c'est Story First. Moi, j'adore raconter des histoires. Une des autres valeurs, c'est par exemple le tryhard, enfin travailler beaucoup. Comme notamment quand je suis parti au Dakar l'année dernière, que je faisais un épisode de 20 minutes tous les jours pendant 18 jours, alors qu'il me faut 3 jours de montage par épisode normalement. Et il y a une des valeurs, c'est 50-50. Importance de travailler sur des projets passion, sur des spec projects. Voilà. Pour pas dire artistique, créatif, en fait c'est ça, c'est des projets passion. Des projets où t'es pas payé pour le faire. Et bah après tu peux chercher, tu vois le film de Malo, bah bien sûr j'aimerais bien maintenant essayer de le vendre, ça pourrait être cool, parce que ça me ferait travailler ma partie business. Mais quand je l'ai réalisé, je voulais que ce soit que du projet passion. Et parce que en fait on travaille dans un domaine où la passion est forte. Pas mal de gens sont dans les deux extrêmes. Il y en a, ils vont te dire ah non mais il faut faire que des trucs, enfin viser la passion. Si tu fais du corpo, c'est de la merde, nanana et tout. Enfin moi je ferais pas des trucs pas corpo. J'ai fait un gros projet pour l'université de Savoie qui était très cool, hein. Mais oui c'est moins sexy que le Dakar. Moi je me suis régalé à faire ça. Et forcément j'ai eu des feedbacks de mecs qui font de la vidéo qui disent ah ouais moi je pourrais pas faire ça. Mais frérot, derrière pendant un an j'ai pu bosser sur mon documentaire grâce à ce projet-là. Et ça tu le vois pas ça. Donc voilà, bon, je n'ai pas envie d'insulter des mères, mais t'as compris l'idée. Je trouve mon équilibre dans ces deux trucs-là. Je pense que c'est important d'aller taper les deux extrêmes pour se rendre compte de ça. En fait, ça a été nécessaire. Et dans un sens, j'ai l'impression d'avoir perdu du temps, tu vois, avec ces 2 années. J'ai perdu des... Enfin, j'ai pas développé mes compétences la première année dans la vidéo. La deuxième année, j'ai pas mal baissé la croissance de mon business. Mais en fait, ça m'a fait prendre des prises de conscience dans la tête où je gagne peut-être des années en fait sur des mecs qui vont avoir ces prises de conscience là plus tard. Parce que forcément, ce truc de tu grossis, mais tu trouves plus de sens créatif dans ton business, tout le monde va passer par là. Et à l'inverse, tu t'enfermes dans ce truc créatif, et tu mets plus d'ambition business, t'as plus la dalle, bah y a bien sûr qu'ils vont aussi passer par là. Donc je suis content de l'avoir vécu. Je dis pas que je vais pas le revivre, je vais faire forcément plein d'erreurs, je vais retomber dans mes patterns, mais je vais essayer, et je vais le faire encore, de prendre pas mal de notes sur pourquoi, comment je me suis retrouvé là, repérer les trucs pour éviter que ça m'arrive à nouveau, et de mieux cadrer. Tu vois, par exemple, pour mieux cadrer, je me suis fait un système où quand je prends un projet, je le note avec plusieurs critères. Je crois que je vous en ai déjà parlé. Mais c'est surtout pour enlever l'émotionnel. Parce que quand je suis full business ou quand je suis full créatif, c'est parce que je suis trop émotionnel en mode ah, ça me saoule la partie business, je me focus sur mes projets passion. Mais ta gueule en fait, il faut les deux en fait. Si tu veux être équilibré, si tu veux pas être stressé de pas gagner de thunes, mais si tu veux pas être stressé de faire des trucs qui n'ont pas de sens, faut un équilibre. Voilà. Et je dis pas que c'est le cas pour tout le monde. Je vous donne juste mon exemple. Et moi, c'est là-dedans que je me retrouve. Je pense que ça peut parler à pas mal de personnes. Après, je sais que j'ai quand même un goût pour le business depuis des années que beaucoup de personnes du milieu dans la vidéo n'ont pas. Donc peut-être que voilà, vous, ça vous intéressera moins de réfléchir à ces trucs-là. Moi, c'est un truc qui, en fait, j'ai rejeté beaucoup. Parce qu'il y avait un aspect qui était considéré par les gens comme bizarre. Je vous ai déjà parlé de ce truc-là. Que je me sentais bizarre. Et en fait, aujourd'hui, j'ai décidé de l'accepter. Parce que je me rends compte que ça fait partie de moi, ça fait partie de ce qui m'a construit, de regarder énormément de contenu business, d'avoir écouté énormément d'interviews de grands chefs d'entreprise, de start-upers, etc. Et d'apprécier de traîner avec des gens de ce milieu-là, tu vois, j'apprécie être là dans les bootcamps. Et à l'inverse, j'apprécie beaucoup faire des semaines aussi de séminaires avec des artistes, tu vois. Et en fait, je trouve mon équilibre dans passer du temps avec dans ces deux pôles. Voilà, donc ça, c'est vraiment pas le cas de tout le monde, je pense. Mais c'est plus à cette image-là, essayez de trouver vous,
en fait, qu'est-ce qui vous plaît. Et moi, je sais qu'il y a plein de potes, ils en ont rien à foutre de développer la partie business, d'autres qui en ont rien à foutre de développer leur partie passion, ils veulent juste faire de la thune, et c'est ok, tu vois, il n'y a pas de... Il n'y a aucun jugement là-dessus, juste, moi, je me retrouve pas dans ces standards-là, dans ces modèles-là, et j'ai jamais entendu grand monde parler de ces trucs-là. Souvent, j'entends l'extrême, bon, j'ai dit ça déjà il y a 5 minutes, mais j'entends l'extrême que artistique ou l'extrême, tu vois, moi je suivais pas mal les vidéopreneurs, par exemple, il y a 4 ans. Non, il y a combien de temps? Ouais, il y a 2 ans, 3 ans. J'ai pris leur formation et tout, qui est top. Ça m'a énormément débloqué au niveau business. Justement, c'était à l'époque où j'avais besoin de prendre de l'expérience niveau business. Mais il y a un point sur lequel, du coup, après avoir fait tout ce temps-là avec eux, j'ai énormément progressé et c'était top, hein. Franchement, je les remercie pour leur job. Mais il y a un moment donné où ils sont en mode, oui, ça sert à rien de. Enfin, ils le disent pas comme ça, je vais tirer un peu le trait, mais bon, il y a très peu de chances qu'ils écoutent ce truc-là, mais j'ai pas envie de tirer dessus. Mais je prends cet exemple-là parce qu'il est hyper concret. Ils vont tirer, non, mais il n'y a pas besoin de développer vos compétences en vidéo, il faut juste développer vos compétences business, il n'y a pas besoin d'être super bon en vidéo. Mais en fait, ça, c'est être dans le déni qu'il y a des projets pro que tu peux pas prendre si t'es pas bon, en fait. Et si t'es pas bon, oui, parce que eux, ils vont vendre des projets corpo. Mais moi, ce que j'ai envie de faire, c'est pas des projets corpo où il suffit juste de mettre une cam sur un trépied et d'interviewer. Tu vois? Donc, c'est ok, eux, si c'est ça qu'ils kiffent. Mais à un moment donné, s'il y a certains projets, tu peux pas prendre si tu as cet axe-là. Et donc, développer tes compétences, c'est aussi, donc c'est une partie plaisir, mais c'est aussi pour aller chercher des projets qui te passionnent et des projets qui te plaisent et où tu trouves du sens. Si je développais pas mes compétences là en documentaire, comment tu veux que j'aille vendre des documentaires? Alors oui, je pourrais passer des années à essayer de monter des projets, commencer par la petite porte et tout. Mais en fait, je préfère juste aller faire mon truc, prendre de l'expérience et pour après aller le vendre. Voilà. Donc c'est ça un peu ma logique là-dessus. Évidemment, c'est pas exactement ça. Si on en discute, je pense qu'on sera complètement d'accord. Ils seront d'accord avec moi. C'est pas le même axe. Eux, ils veulent vraiment vendre d'un point de vue corpo et le but c'est de faire grossir son business dans la vidéo. Mais moi, c'est plus faire grossir tout en étant dans des productions où on y trouve du sens. Et tu peux trouver du sens à faire du corpo, il n'y a pas de souci. Moi, je kiffe faire du corpo parce que je trouve ça trop bien de pouvoir échanger avec des entrepreneurs. Ils ont des visions, ils ont de l'ambition. On se retrouve sur beaucoup de points, mais comme les athlètes au final, parce que l'entrepreneuriat, c'est un peu être athlète de haut niveau. Et je kiffe trop, tu vois. Mais, et c'est pour ça d'ailleurs que j'arrive pas à me considérer comme freelance. Parce que pour moi, je vais beaucoup plus loin que freelance, tu vois. J'ai des prestataires, j'ai de la vision, j'ai des idées, on m'appelle pour ma vision et pas que pour de l'opérationnel. Ça dépend des clients, mais il y a pas mal de clients où c'est ça en fait. Donc voilà, c'est un peu ça. J'avais pas du tout prévu de parler de ce truc-là. Mais je pense que ça peut apporter pas mal de valeur et qu'il y a pas mal de gens qui peuvent se retrouver là-dedans. Putain, désolé. Je suis allé balader, j'ai mal à la gorge. Voilà, donc c'est arriver à trouver ton équilibre à toi. Une idée que je pourrais développer encore aujourd'hui, on a combien de temps? 50 minutes, on est pas mal, c'est 1 heure d'épisode. Bon, j'ai toujours pas de questions, donc n'hésitez pas à me poser des questions sur Instagram, @clément_du-barman. Je le dis plus pour prendre l'habitude quand le jour où on sera famous et que ce podcast rentrera dans les charts, j'aurai déjà l'expérience. Si, je peux vous parler d'un dernier truc sur lequel je m'intéresse pas mal en ce moment. Oh, désolé. C'est la spiritualité. Parce qu'il y a un peu de lien à ça, tu vois, quand on parle de quête de sens, on parle de... Je vous parlais de mentor, tu vois, tout à l'heure, quand je parlais du mentor, comme ça je fais ma transition, je disais... je sais pas si je peux vraiment le considérer comme un mentor, mais plus j'ai l'impression que la vie me l'a mis sur mon chemin au moment où j'en avais le plus besoin, et que ça m'a permis, par exemple, quand j'ai tout commencé, d'avoir mes premiers projets en trail. Et aujourd'hui, le trail, c'est quand même une grosse partie de mon chiffre d'affaires. Et c'est quand même une grosse partie de ce que je vends. Et c'est un truc que je kiffe, tu vois. Et j'ai l'impression que la vie enfin, que ce mentor, il est arrivé à chaque fois, genre, pile, oup, pour me poser ça, tu vois. Et je veux pas donner de nom, parce que j'ai pas envie de... Bon, je sais pas pourquoi, mais... j'ai envie de garder ça un peu mystérieux, un peu pour moi. Et vu que je sais pas si je peux le considérer comme ça. Mais en donnant cet exemple avec le trail, je pense que c'est assez facile de le retrouver.
pour les gens qui savent, tu vois. Mais c'était vraiment sur mon tout premier trail, sur mon premier gap en cime. Comme ça, je peux donner plus de détails. Mon tout premier gap en cime, donc en 2022, je pense, à l'époque. Voilà. Et en fait, là, quand j'étais en février, je me suis pas mal intéressé à la spiritualité. Et il y avait pas mal de choses qui m'ont mis la spiritualité sur mon chemin. Je m'y suis mis. Alors, petit disclaimer, je me considère. Enfin, moi, j'ai fait du catéchisme jusqu'à genre mes 10 ans, etc. Mais j'ai pas. Enfin, je pratique pas, je suis pas du tout pratiquant et tout aujourd'hui. Enfin, rien du tout, quoi. C'est plus par habitude familiale, tu vois. J'aime bien aller à la messe à Noël, mais c'est tout. Genre, il n'y a pas de. Pas plus, quoi. Je me considère pas comme chrétien. Et donc, voilà. Et donc, la spiritualité, j'ai découvert ça en février. Pas mal à travers un livre que j'ai trouvé trop cool. C'est L'Alchimiste de Paulo Coelho. Alors c'est un livre assez connu et qui est pour une fois un livre plus sous format fiction. Moi je lis beaucoup de non-fiction, donc des livres genre dev perso, mais plus business, des livres sur l'écriture aussi, genre l'anatomie du scénario je lis en ce moment, ou le code de Cyrus North sur des trucs un peu philosophiques, etc. Et donc là, L'Alchimiste de Paulo Coelho, c'est plus sous format fiction, mais en fait, à chaque page, je m'arrêtais et il y avait une leçon, une morale. C'était ouf, je trouvais ça trop cool. Et c'était vachement orienté spiritualité. Donc, c'est-à-dire euh, aller faire sa quête, aller accomplir sa légende personnelle. Donc, ce pourquoi on est sur Terre. C'est ça le thème du livre. Et avoir foi en l'univers, croire en la vie. C'est un peu bizarre de parler ça publiquement. J'ai l'impression d'en avoir parlé qu'avec des mecs, tu sais, genre, un peu perché comme moi, tu vois. Mais je trouve ça cool. Et je vais en arriver, si je trouve ça bizarre et que tu comprends pas trop pourquoi, je vais t'expliquer en quoi ça peut être utile. Parce que moi, j'ai quand même un esprit très cartésien à la base. À l'époque, justement, mes coachs de vélo, par exemple, ils disaient: Ah, Clément, c'est le mec cartésien, tu vois, il a besoin de tout savoir, que tout soit carré pour prendre la décision, etc. D'essayer de comprendre, enfin, tu vois bien dans ce podcast, j'essaye de tout conscientiser, etc. Et bah, pour le coup, croire dans des choses, que ce soit croire en Dieu, croire en la vie, enfin peu importe le Dieu, ou croire, je sais pas, ça peut être croire en un domaine, un état d'esprit, croire en son ambition, je sais pas. Enfin en tout cas, croire en quelque chose de plus grand que soi, c'est opposé à ça, opposé à être cartésien, parce qu'il n'y a rien qui prouve que ça existe. Et ça fait pas partie de la vérité, tu vois, Dieu, il n'y a rien qui prouve que ça existe. Et en fait, un truc que j'ai capté, que j'ai débloqué à ce moment-là, c'est que on est entrepreneur, et dans l'entrepreneuriat, on n'est pas philosophe. Le but de tout ce qu'on fait, c'est pas de savoir si c'est la vérité, c'est de savoir si ça marche. Quand je raconte, quand j'ai une idée business, le but c'est pas de prouver par A plus B que c'est une bonne idée et que c'est la vérité et qu'il faut absolument faire ça. Le mieux, c'est juste de le faire, de tester et voir si ça marche. Et en fait, avec la spiritualité, euh, c'est plus, je le vois plus en mode qu'est-ce que ça t'apporte. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup de personnes ont perdu foi en tout ce qui se passe autour d'eux, ont perdu foi en la vie, ont du mal à croire. Et en fait, j'ai l'impression, en tout cas, qu'à l'époque où il y avait les religions, les gens avaient beaucoup plus foi dans les choses, faisaient beaucoup plus les choses, et avaient beaucoup moins, par exemple, peut-être de dépression, de choses comme ça. Je me suis pas renseigné, je vous ai dit, ce podcast n'est pas préparé, donc j'ai pas de stats, etc. Mais c'est un feeling plus que j'ai. Et ce que je trouve en croyant dans la spiritualité, c'est plutôt se poser la question, au lieu de se dire est-ce que Dieu existe, c'est qu'est-ce que ça m'apporte de croire en Dieu ou de croire en la vie. Parce que moi, je sais plus, je crois en la vie, en l'univers, etc. Enfin, je suis à mes tout débuts, hein, donc je découvre ce truc-là. Juste, voilà, je vous soumets l'idée, si ça vous intéresse, vous pouvez aller chercher. Je prétends pas du tout être un expert là-dedans. Mais qu'est-ce que ça m'apporte de croire en la vie? De croire que la vie est bien faite, que la vie est parfaite, et que s'il m'arrive quelque chose, s'il m'arrive une dinguerie, c'est juste que la vie a voulu mettre ça sur mon chemin, et qu'il faut que je fasse avec. En fait, de croire en la vie, il y a un côté qui débloque. Croire que tout ce qui nous arrive, c'est pour une bonne raison, et qu'il faut avancer malgré ça. Ça veut pas dire qu'on n'a pas le pouvoir, et qu'il faut se laisser faire, et voilà, et Inch'Allah, tu vois. Plus d'accepter et de se servir de ça comme un moteur. Par exemple, quand j'ai découvert tout ça,
c'était fou parce qu'on a rencontré plein de gens qui croyaient dans cette classe ce mois-là. Par exemple, on a rencontré Mani qui tirait les cartes. Et c'est ouf, on a tiré les cartes. Donc j'étais avec Noé, Célophat et Antonin. Et en fait, en tirant les cartes, on s'est rendu compte que la carte qu'on a eue chacun, ça nous parlait, ça correspondait à ce qu'il fallait qu'on entende. Puis en fait, si tu réfléchis de manière cartésienne, tu vas dire, oui, mais chaque carte, tu pourrais t'y reconnaître, nanana, ça pourrait marcher, comme un horoscope. Ok, ça c'est un fait, on est bien d'accord là-dessus. Mais dans un autre sens, si tu crois juste que la carte, elle est tombée pour toi, ça te donne une direction, et si tu étais bloqué là où t'es, dans ton business, dans ton activité, dans ta vie, et que t'étais plus en croissance, en évolution, bah, de croire que ça t'apporte quelque chose, c'est tout ce qui compte en fait. Parce que ça va te faire avancer, et peu importe que ce soit vrai ou pas. Et donc j'ai noté 3 mantras, que pareil, peut-être 2 jours après avoir tiré les cartes, j'ai rencontré Lucien, associé à Anaïs, tiens d'ailleurs, bon bah, petit podcast en dédicace pour eux, qui du coup est assez branché aussi là-dessus, sur ces sujets-là. On a rencontré plein de gens comme ça en février, c'était assez cool, assez marrant. Et, euh, et donc les 3 mantras qu'il nous a partagés et que je kiffe bien, que j'essaie de me répéter tous les jours, un peu comme des prières à l'époque où j'étais enfin, on me formait au christianisme quand j'étais jeune. Et les 3, c'est je vais avoir exactement ce que je veux et je ne m'arrêterai jamais avant de l'avoir. Je m'attends à des miracles, j'obtiens des miracles. Et le dernier, c'est la vie est avec moi. Et en fait, ce qui est fort là-dedans, c'est pas de se dire est-ce que c'est vrai ou pas, est-ce que la vie elle est avec moi, est-ce qu'elle est pas avec moi, ah nana. C'est de croire que la vie est avec toi. Est-ce que ça te donne confiance pour faire les choses? Est-ce que de croire que la vie est avec moi, ça me donne confiance pour faire ce podcast et peut-être débloquer des trucs? Est-ce que de me dire je m'attends à des miracles et j'obtiens des miracles, ça me rend pas plus sensible à tout ce qu'il y a autour de moi pour repérer les opportunités par exemple? Et mon premier qui est je vais avoir exactement ce que je veux et je ne m'arrêterai jamais avant de l'avoir. L'idée c'est que là c'est pareil, ça fait passer à l'action. C'est pas juste je vais avoir ce que je veux, c'est je m'arrêterai pas avant de l'avoir. Donc je vais tout faire. En fait, je vais mettre en place des actions pour y arriver, pour réussir. Et ça m'apporte ça, ce mantra-là d'y croire. Et je vais avoir exactement ce que je veux. C'est aussi clarifier sa vision. Clarifier, c'est quoi ton objectif? Qu'est-ce que tu veux avoir? Et tant que tu sais pas, que t'es pas focus sur qu'est-ce que tu veux avoir, ben c'est dur d'aller vers ça. C'est dur de savoir et d'avoir un objectif et de repérer les opportunités liées à ça. Alors que le jour où tu sais ce que tu veux avoir, et que c'est très clair dans ta tête, que tes objectifs sont très clairs, etc., bah, ça permet euh, d'avoir une direction et d'avancer. Donc voilà, et c'est toujours la même chose. Est-ce que c'est vrai ou pas? Peu importe. Est-ce que ça me permet d'accomplir mes objectifs? C'est ça qui compte vraiment. Parce qu'il y a une des définitions de l'intelligence qui est une personne intelligente, c'est pas forcément genre quelqu'un de smart ou quoi. C'est plus quelqu'un qui arrive à obtenir ce qu'il veut dans la vie. Et est-ce que la spiritualité, ça me permet ça? Bah, j'ai l'impression que oui, d'après tout ça. Voilà. Donc je débute tout juste. En ce moment, je lis The Surrender Experiment. Mais bon, cette semaine, on a passé pas mal de temps à bosser, donc j'ai pas pu avancer sur ce livre-là. Mais voilà, c'est un sujet qui m'intéresse. Voilà, je veux pas faire le culte de ça ou quoi, j'en ai rien à faire, c'est plus personnel. Je trouve que ça m'aide, et donc je partage ça parce que ça peut vous aider aussi. Et que ça fait une belle conclusion sur ce podcast, parce que pour moi, c'est pas, ça va tout ensemble en fait. Le business, la spiritualité, il y a le sport aussi, parce qu'avoir un corps solide, ça permet d'avoir une tête solide. Et évidemment la création, parce que je pense que l'homme aime créer, aime faire des choses de ses mains, et aime grossir, croître, développer, donc ça c'est la partie business. Je trouve que tous ces axes-là vont ensemble, dans la volonté d'être un meilleur humain, une meilleure personne, d'accomplir des grandes choses. Et c'est sur ces belles paroles que je vous quitte, et que je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Story First.